Abidjan, la perle des lagunes. Le plateau, son centre administratif et financier. Au cœur de celui-ci, l'avenue de la Fosse, autour de laquelle gravitent quelques bâtiments historiques comme l'immeuble de la BCAO ou celui de la BCC. Cette avenue, c'est aussi un nom qui résonne dans les mémoires ivoiriennes, qui fait partie de notre imaginaire collectif. Le nom est arrivé par un monsieur qui s'appelait Maurice de la Fosse. De la Fosse et Houphouët-Boigny étaient des frères, des amis. De la Fosse, c'est Maurice, administrateur colonial, passé à postérité et dont l'héritage est bien visible aujourd'hui dans la ville. Et donc Maurice de la Fosse, l'aîné, Jean-Claude de la Fosse, le deuxième, Françoise de la Fosse, qui sera Madame Ali Ali. De la Fosse, c'est Jean, fils de Maurice, compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. De la Fosse, c'est Jean-Claude, fils de Jean, petit-fils de Maurice, que vous allez découvrir dans cet épisode de Get to Know Me. Avant d'être ministre, il a travaillé à Air Afrique, ce qui lui a permis de connaître pratiquement tous les pays d'Afrique. Que ce soit dans sa fonction d'Air Afrique ou en tant que ministre du Tourisme, ce sont des personnes qui ont été tellement engagées pour développer la Côte d'Ivoire que je pense que la crise ivoirienne et les dérives que l'on peut assister aujourd'hui dans de nombreux domaines doit les peiner profondément. Tous ceux qui ont mon âge, qui savent ce que c'est que la vie, savent ce que Jean-Claude l'a fait pour le renom de la Côte d'Ivoire et pour le nom de Houphouët-Boigny qui est le président de la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas un seul point de la Côte d'Ivoire que M. de la Fosse ne connaît pas. Il a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Il connaît toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de le voir comme ça, même s'il a la canne aujourd'hui, mais Dieu a voulu qu'il ait la canne, mais il continue toujours à servir, à être en accord avec tout le monde. Je n'ai rien trouvé de bien, si ce n'est que j'avais vu un vieux livre chez quelqu'un qui marquait Air Afrique. Alors donc je suis allé voir mes patrons, je leur ai dit, dites-moi exactement ce que vous voulez que je demande au président que je dois voir. Mais Jean-Claude, on veut les voir pour parler avec eux du futur des relations aériennes entre les différents États, parce qu'il y a Air Entente, il y a Air Mali, il y a Air Centrafrique. Alors le président, je suis venu, j'ai dit ça au président, il dit, tous ces airs en l'air, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais alors, qu'est-ce qu'on va parler? Alors on a parlé. Et voilà qu'il me dit, bon, ils n'ont qu'à venir mercredi, on va discuter. Et il m'a dit comment il fallait que je présente. On va discuter pourquoi, parce qu'il avait autour de sa table tous les présidents qui ont fondé Air Afrique, sauf deux, le Sénégal et le Cameroun. Mais tous les présidents qui étaient autour de sa table, c'était des présidents qui avaient un parti qui s'appelait le RDA. Oui. Donc, j'arrive, il me dit, il dit à ces présidents-là, je vais appeler mon neveu qui, en prélude à notre réunion, va amener ses patrons pour parler de quelque chose. Alors on a parlé. Et j'ai introduit à l'africaine mes patrons là. Alors le président a dit, écoutez, moi, j'ai parlé, vous savez que j'ai peur de l'avion, vous avez peur, mais vous ne le dites pas, mais moi, j'ai peur et je le dis à tout le monde. Et messieurs, Air Mali, Air Entente, Air Centrafrique, qui va gérer toutes ces circulations-là? Ah oui, mais président, on ne peut pas faire autrement, etc., etc. Alors, à l'unanimité, les gens disent, ah, Félix, c'est entre tes mains, pratiquement. Ceux qui disent qu'ils ont fait le Air Afrique, ils mentent. Oui. Houphouët-Boigny a dit, messieurs, nous voulons aller de Dakar à Brazzaville sans encombre et si c'est possible dans la journée. C'était ça la vision donc, à l'origine de la création de l'Afrique. C'était tout.
Mais quand il a dit, quand le même jour pratiquement, parce qu'il a dit qu'il fallait aller vite, le même jour, ils ont demandé le nom, le président a sorti le nom Air Afrique. C'est moi qui ai dit, ah, le nom là est déjà pris. Et j'ai dit, qui est-ce qui a pris ce nom? J'ai dit, c'est le roi des Belges, qui a une compagnie qui s'appelle Air Afrique, mais cette compagnie ne sort pas du tout du Congo-Kinshasa. C'est une compagnie qui est interne à son domaine. Vous savez que c'est un domaine privé. Et vous savez aussi que pour aller d'un point X à un point Z, il faut 6 heures. Donc, si vous voulez, il avait une compagnie aérienne qui s'appelait Air Afrique. Alors, on a dû demander... Alors, il a dit, oh, monsieur, nous, c'est ce que nous voulons, aller travailler dans ce sens. Et ils ont demandé, qu'est-ce que va devenir, qu'est-ce qu'on va faire le Sénégal et le... Il a dit, nous allons nous arranger. Entre Africains, nous entendrons. Et puis, c'est Zinsou qui va voir Senghor. Amani Diori va voir son frère Aïdjo. Oui, du Cameroun. Oui. Et puis voilà, la réunion est partie comme ça. Moi, je suis allé porter la lettre pour l'appellation Air Afrique. Au roi des Belges. Non, pas au roi, au Premier ministre. Premier ministre. Ouais. Comment dirais-je, ça a suivi son cours. Et avant que mon patron ne revienne de vacances, un des directeurs qui connaît le caractère de mon patron a dit, Jean-Claude, il faut que vous partiez de Paris. Ah, vous savez, quand on doit quitter Paris, c'est beaucoup. Et pour aller où? À Dakar. Ah, j'ai dit bon, d'accord, je veux partir. Donc j'ai quitté Paris pour aller à Dakar. Et j'arrive à Dakar le jour de l'éclatement de la Fédération du Mali. Le président, dans tous ses états, dit, mais pourquoi tu choisis le jour? J'ai dit, il fallait me dire que tu allais à Dakar. Je t'aurais dit non, c'est pas une bonne semaine. Bon, enfin bref, j'ai dit, je suis à Dakar. Je suis entre les mains de Wal Jojo. Ah, il dit, bon, si c'est comme ça, c'est bon. Il peut rester. Donc j'étais à Dakar, j'ai été gâté à Dakar, parce que j'étais, disons, l'objet d'attention spéciale du président Senghor, du président Lamine Gueye, du président Mamadou Dia, d'une personnalité comme Darboussier, Boissier-Palin, la famille de Senghor, la famille... et je suis resté en relation, mais c'est à toutes ces personnalités que je vous ai citées là, c'est ce qui fait que vraiment, à Dakar, j'étais comme plus qu'un Sénégalais. Quelle est votre plus grande fierté de toute votre aventure à Air Afrique? Ma grande fierté de toute, c'est de connaître pratiquement tous les pays qui s'appellent aujourd'hui dans le cadre de l'OCAM. De les connaître non pas en tant que touriste, hein, oui. Parce que, j'ai pratiquement négocié tous les accords aériens des États avec l'extérieur. C'est moi qui représentais Air Afrique à l'époque. Donc, les discussions se passaient en Afrique ou dans les États. Bon, par exemple, je me souviens, un des grands souvenirs que j'ai, c'est que j'ai négocié pour 7 États pratiquement en une semaine et pendant 15 jours en Israël. Alors, donc, si vous voulez, voilà, disons, le Air Afrique qui arrive et on me demande de rejoindre Paris. Alors, j'ai dit vraiment, je suis resté à Paris toute ma jeunesse. La direction vient à Abidjan. Et réellement, je veux rester à Abidjan. Et c'est ainsi que j'ai construit la maison dans laquelle vous vous trouvez actuellement, en prenant un crédit dans une bonne banque de la place qui est toujours en place. C'est pour vous dire que c'est une banque solide. Vous me direz laquelle après? Je peux vous dire, hein, pas de publicité. Bon, et de guerre là, ça m'a fait la guerre, on m'a dit il faut aller à Paris parce que c'est un tremplin.
Bon, je suis allé à Paris et j'ai sévi pour Air Afrique là-bas et j'étais heureux de voir une autre personne qui a pris soin de ma vie. Laquelle? Cheikh Fall. En dehors du président qui, à la mort de mon père, s'était imposé comme le patriarche de la famille, mon père avait déjà pris Cheikh Fall à l'EECI, ici. C'était le premier ingénieur noir à l'EECI. Après est venu Conan Lambert et Coutouin. Avec beaucoup de problèmes, parce qu'à l'époque, il y avait un peu de racisme en Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'est pas le problème d'aujourd'hui. On le verra une autre fois. Et donc, mon père vient à Paris, évacué sanitaire, accompagné par le docteur Apagny. Et à l'hôpital, à la clinique où il était reçu, les docteurs m'ont dit non, on va juguler ça, etc. Et je suis parti en Guinée parce qu'il fallait que nous arrivions à convaincre Sékou Touré de rentrer dans Air Afrique. Et pourquoi moi on m'a envoyé? Parce que je partageais avec Sékou Touré de très très bonnes relations. Et il me l'a prouvé par la suite d'ailleurs. Et donc je quitte mon père, j'ai laissé à l'hôpital. Et un matin, j'étais à Conakry, allant me promener avant d'aller déjeuner avec Sékou Touré. Et quelqu'un me présente ses condoléances dans la rue, brutalement comme ça. Il dit, ah, Jean-Claude, je suis désolé, je te présente mes condoléances pour la mort de ton père. C'est comme ça que vous avez appris le décès de votre père? Comme ça que j'ai appris le décès de mon père. Je suis, paraît-il, tombé. Je me suis retrouvé après à la présidence. Il paraît que c'est le président qui circulait pour me chercher qui m'a pris et qui m'a amené à la présidence. Et après, j'ai passé la journée chez M. Diop, Alassane Diop. Et j'ai pris l'avion, il m'a fait prendre l'avion pour rejoindre Dakar. Et de Dakar, je suis rentré à Abidjan. Et aux funérailles de mon père, Paul Cheikh est venu présenter les condoléances à un moment. Il me dit, ah, il paraît que tu travailles avec mon fils. Je te le confie pour faire quelque chose pour lui. On finit les funérailles de mon père. 3 jours après, il dit, tu prends l'avion pour New York. Je suis resté à l'extérieur de la Côte d'Ivoire 3 mois aux États-Unis, où j'ai représenté Air Afrique pour les réunions des relations extérieures, des tas de réunions où Air Afrique se présentait pour la première fois. Vous savez, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas ne pas garder en vous quelque chose. Et qui plus est, quand il y a eu les réunions constitutives d'Air Afrique, organisation de ceci, organisation de cela, je me souviens très bien qu'à Abidjan, ça se passait, il y avait une réunion, et au cours de cette réunion, les hôtesses de 2 compagnies qui devaient assister à Air Afrique en tout, on dit par exemple que l'Africaine n'était pas apte à être hôtesse de l'air. Alors je dis quand même, il ne faut pas exagérer. Comme je les connaissais les 2, je n'étais pas marié à l'époque. J'ai dit... Non. Bon, continuons. Et j'ai dit, pourquoi vous dites ça? Elle me dit d'abord, parce qu'on ne les a pas vus dans les compagnies. Parce qu'avant, c'était les commis de bord. À Air Ivoire, comme Air Sénégal, c'était des commis de bord. J'ai dit, non, l'Africaine est apte à être hôtesse. Il n'y a pas de problème. Elle dit, bon, on va faire le recrutement. Et j'ai dit, même moi, je peux en trouver à Paris. Et c'est là que j'ai fait mon recrutement. J'ai eu un recrutement personnel à Paris. Et puis, chacun des États a mené un recrutement. Mais, je dois dire, par la suite, les grands clients qui ont Air Afrique m'ont dit, quand une hôtesse d'Air Afrique nous servait, on sentait qu'elle donnait tout. Toujours sur ce sujet de Air Afrique, on a 2 questions des internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. La première, c'est la suivante. Pensez-vous que notre Air Afrique peut voir le jour?
Cela dépend de la volonté des chefs d'État. Si leur ego est mis de côté, oui. Si ce n'est pas mis de côté, non. Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable qu'il y ait une compagnie? Ah, mais non seulement c'est souhaitable. Vous parlez de la CEDEAO aujourd'hui. Mais c'est... Vous savez, je vais vous dire, malheureusement, ça a une connotation, ça pourrait avoir une connotation politique, mais je ne suis pas du tout dans la politique. Quand on a fait Air Afrique, c'était la même année, la même période où East African Airlines et West African Airlines disparaissaient. D'accord. Vous savez, connaissez ces deux compagnies-là? Non. Non. C'était les Air Afrique des possessions anglaises en Afrique. C'était la même année. Mais nous avons subsisté plus de combien d'années? 60 jusqu'en 1980 et quelques. Oui, 1980. Justement, la deuxième question de notre internaute, c'est pourquoi Air Afrique n'a pas su se maintenir au top? Mais c'est parce que chacun a voulu tirer la bête à soi. Écoutez, moi je vais vous dire, j'ai été envoyé une fois dans un État qui se plaignait qu'on passait 6 fois à Abidjan et deux fois dans cet État-là. 2 fois et demi même. J'ai dit, c'est une fois qu'on doit passer parce que la deuxième fois c'est commercial. Mais ça nous coûte de l'argent. La demi, là, c'est parce qu'on fait Abidjan, cet État-là et Paris. Alors que d'Abidjan, on peut partir à plein. Aujourd'hui, pourquoi Air France a 12, à la bonne période, 12 départs d'Abidjan par semaine? Il y a des fois 3 avions qui partent d'Abidjan. Abidjan remplit ces avions-là par moitié. L'autre moitié est remplie par Ouaga, par Bamako, par Niamey. C'est la vache laitière d'Air Afrique, d'Air France. C'est ça. Et on a mis 10 ans pour arriver à comment ça s'appelle. Malgré ce que les gens disent. Ils mentent. Ils ne veulent pas avouer qu'Air Afrique est arrivé à comment ça s'appelle, à une opération, disons, d'équilibre. Après toutes ces années, vous parlez encore de cette aventure avec beaucoup de passion. Ah, mais comment je serais pour... Vous savez, celui qui a commencé à dire qu'on va remettre Air Afrique en route, c'est le président Gbagbo, je le dis, je m'en fous. Il a voulu qu'on le remette en place. Il vous a consulté pour ça? Non. Il aurait dû? Je ne suis pas prétentieux, mais je pense qu'il aurait dû le faire. Alors, après Air Afrique, quand on passe de l'économie aérienne, après la SPDC, on va dire que quand le président Houphouët vous appelle au ministère du Tourisme, c'est peut-être une fuite naturelle. Pourtant, il n'a pas été facile à convaincre. Une fuite? Une suite. Non, parce que d'abord, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas être ministre. Je suis désolé, mais je crois que j'ai été une des rares personnes à avoir refusé pendant une semaine d'être ministre. Parmi les gens qui m'ont convaincu d'accepter le poste de ministre, il y a le grand frère du président actuel. Ça s'est passé chez la maman de M. Koulibaly, président. Son grand frère m'a dit, Jean-Claude, tu veux vivre ici ou tu veux vivre à Abidjan, à Paris? Si tu veux vivre ici, il faut accepter. Si tu veux vivre à Paris en ce moment, tu peux refuser. Parce qu'on ne refuse pas ce monsieur. Et puis, quelque chose d'autre s'est passé et j'ai accepté. Vous êtes un ministre du Tourisme qui a été difficile à convaincre. Pourtant, vous avez été connu à cette époque-là en tant que ministre pour votre volontarisme. Vous avez vraiment souhaité impulser une dynamique nouvelle. Chef, je vais vous dire, la personne qui m'a félicité pour mon plan de développement touristique qu'il ne fait pas appliquer, c'est le président actuel. Je dis la vérité. D'ailleurs, vous avez quitté le ministère quand il est devenu Premier ministre. Non, c'est pas que j'ai quitté. Il ne m'a pas pris. Il y a une différence. Il y a une différence. Non, j'ai été fâché d'ailleurs avec lui pendant longtemps, et même je dirais jusqu'à ce jour, mais en fait, c'est pas grave. Je vais vous dire une chose. Pour être ministre du Tourisme, j'ai imposé au président, je dis bien imposé, de connaître le produit. Parce que je ne peux pas être ministre du Tourisme sans connaître le produit. Et avant cela, ça m'était facile de le connaître. Parce que, je vais revenir en arrière, nous avons été recommandés à la banque, à l'Exim Bank et à la Banque mondiale par des grosses personnalités américaines, dont le président McNamara, lequel nous avait dit, si vous voulez évoluer, après les hommes d'affaires, c'est le tourisme. Donc il nous a obligés à fonder une société de développement touristique et hôtelier.
Et j'étais le maître d'œuvre de cette société parallèle à Air Afrique. Oui. Je devais en être d'ailleurs un des patrons, mais il y a eu une décision autre. C'est pour ça qu'on m'a donné en compensation l'Hôtel Ivoire. Petite compensation, mais quand même j'étais content de l'avoir. Non, 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 non. J'étais content pourquoi? C'est pas une question c'est parce que mon père me l'imposait. Et moi, je suis très discipliné. Parce que pour moi, j'ai été élevé avec une certaine éthique. Quand dit votre père, vous parlez président, vous faites? Oui. Alors donc, il m'a demandé, j'ai fait. Je suis allé, en ayant refusé que je sois président, c'est moi qui suis allé présenter la société à la Banque mondiale. C'est quand même, je ne dirais pas courageux, mais c'est bon, j'ai fait ça. Mais quand il s'était agi de développer le tourisme en Côte d'Ivoire, j'ai enlevé la partie ivoirienne et j'ai dit voilà, c'est ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire. C'était tout. C'était tout. Et la personne qui m'a félicité, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Et après, je lui ai demandé, il y a peut-être une petite dizaine d'années, j'ai dit, mais président, vous m'avez félicité, et au moment de me prendre pour être votre ministre du Tourisme, vous avez préféré ma jumelle, et puis vous m'avez laissé tomber. Ah, il m'a donné d'autres raisons que je ne devrais pas porter ici. Et voilà. Oui, non, pour moi, ma vie, si je devais la refaire, et là, c'est pas possible, je souhaiterais la refaire dans le même sentier et avec les mêmes personnes. C'est pour vous dire que je ne suis pas fier de ce que vous avez fait. Ah, écoutez, réellement, je suis fier de ce que j'ai fait. Quand je vois aujourd'hui les Africaines là qui pavanent, tout ça, je suis fier. Non, non. Comment on va dire que les Africaines ne sont pas bonnes pour être hôtesse de l'air? Ça veut dire quoi ça? Il y a un monsieur qui me dit, je préfère sentir l'odeur d'une Africaine qui vous sert que de sentir, disons, rien du tout, quelqu'un qui me présente, disons, le même plateau de champagne. Il dit, je prends ça avec beaucoup plus de plaisir. Non, nous avons réussi quelque chose que les gens ont réussi à foutre en l'air. Et c'est franchement dommage. Ah, c'est plus que dommage. C'est plus que dommage. Air Afrique, la SPDC, le ministère du Tourisme. Aujourd'hui, si certains vous appellent président, c'est à cause de votre action à la tête de la Fédération ivoirienne de tennis. Comment le rugbyman biterrois que vous étiez s'est retrouvé à diriger le tennis ivoirien pendant toutes ces années-là? Le président de la Fédération de tennis de France, c'était l'ancien rugbyman. Hein. Ah, Jean Gachassin. Oui. Celui d'avant. Oui, ah ben voilà, oui. Non, oui. Moi j'ai été là parce que j'ai aidé au développement du tennis. J'ai aidé au développement du tennis. Et dans l'aide que j'ai apportée, il m'a été demandé si on pouvait continuer, disons, dans quel contexte, etc. Et j'ai accepté. D'autant que c'est un sport que j'ai aimé, mais d'entrée de jeu. Et aussi parce que j'ai été encouragé par cela par Arthur H. Le légendaire Arthur H. Oui, qui m'a dit qui va m'aider, qui va faire ceci, qui va... À l'époque, les filles Williams là étaient des petites filles qui ont commencé à jouer dans les rues. Fait, oui. Vous savez, on bouchait une rue de part et d'autre, et puis ils faisaient la balle comme ça. J'ai visité tout ça, et à l'époque, ils avaient mis à ma disposition un coach qui venait de l'association sportive afro-américaine pour entraîner les jeunes gens ici. Il y avait toujours un coach noir américain à l'Hôtel Ivoire. Donc toutes ces dispositions-là faisaient que... Oui, quand vous parlez de l'Hôtel Ivoire, par exemple, quand je suis arrivé à l'Hôtel Ivoire, la première chose que j'ai faite, j'ai regardé, j'ai dit, je ne vois pas d'Ivoirien là-dedans. Ah! J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la première chose que j'ai faite, j'ai demandé, est-ce qu'on connaît des jeunes gens qui sont dans les universités hôtelières? Je suis allé à Genève, à Lausanne, et j'ai été à Cornell. Et c'est là que j'ai découvert des jeunes gens. Aujourd'hui, il y en a un qui a Roger Kakou, pour ne citer que lui,
Sangaré, malheureusement, lui, il a mal terminé. Comment s'appelle Angama, qui est là, qui sont rentrés, qui sont patrons. Moi, je suis fier de ça. Vous savez, quand je dis que je vais retourner dans le même chemin, c'est parce que dans la vie, quand vous faites quelque chose qui est bien, si vous voulez continuer là-dedans, mais moi, je suis fier de ça. Au début de l'année 2020, vous vous êtes exprimé dans la presse. Vous avez partagé avec les Ivoiriens ce qu'étaient vos voeux à cette époque-là. Et dans cette prise de parole, vous avez notamment souhaité qu'on passe à une nouvelle génération de dirigeants. Ça rejoint ce que vous disiez tantôt sur la difficulté à passer le relais. Un an plus tard, manifestement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Oui, et je suis fâché. Partagez votre colère alors. Je suis fâché, il n'y a rien eu, et dans ce cadre-là, on n'arrivera jamais à rien, sauf si demain, ces mêmes jeunes gens-là, comme on dit vulgairement, foutaient le bordel dans le pays. Heureusement qu'aucun d'entre ceux qui sont capables n'ont cette intention-là. Mais il ne faut pas laisser les choses pourrir. Et aujourd'hui, je vous dis très franchement, les computers et tout ça que vous avez, je ne sais pas les utiliser. Si vous ne savez pas ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas marcher. Comment est-ce qu'a évolué Obama? Il a joué, il a manipulé comme a joué Trump. Ils ont manipulé. Mais aujourd'hui, nous les anciens, on ne sait pas le faire. Il y a un moment où il faut prendre sa retraite. Moi, comme je parle là, je ne cherche aucun poste, aucun. Parce que ce que j'ai eu, ce avec quoi j'ai vécu, tous les événements que j'ai vécus, je crois que je suis un privilégié parmi les Ivoiriens. Et je suis fier de ce privilège. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure votre association Côte d'Ivoire Trade Union. Oui. On va revenir là-dessus. C'est votre dernier combat, on a l'impression. Un de mes derniers combats. Quels sont-ils? Non, j'ai demandé à ce que les Ivoiriens reviennent à chacun et aux habitants de ce pays à connaître l'histoire de ce pays. Les voltaïques ne se sont pas imposés ici en Côte d'Ivoire, c'est nous qui sommes allés les chercher. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Les Guinéens, les Marocains, comment ça, les Marocains c'est après, les Maliens, c'est eux qui sont venus faire le commerce de ce café cacao. Mais on doit des choses à ces gens-là. Aujourd'hui, il est souligné que 45% de la population de Côte d'Ivoire est métissée. La deuxième ville du Mali, je crois que c'est Bouaké. Oui. Et la troisième est en Côte d'Ivoire aussi. Vous savez ça? Non, je l'ignorais. Ah bon, il faut le savoir. Mais c'est pas normal. Quand il y a une élection présidentielle dans les pays autour de nous, ça se passe ici aussi. Tout à fait. Le contraire ne se passait pas jusqu'à ces derniers temps. Mais on a reçu des gens, ils sont venus s'installer, on s'est plaint de leur installation. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été le berceau de beaucoup de choses. Mais c'est nous, les Ivoiriens, qui ne savons pas utiliser ça. Et c'est ce que vous voulez... Je veux que l'on connaisse... Oui, il faut que les gens sachent ça. Il faut qu'ils sachent qu'ils aient tout en main, sur le bout des doigts. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Et moi, ce que je voudrais faire avec Côte d'Ivoire Trade Union, c'est de faire le musée. Il y a plus de 10 ans que je tourne là-dessus. Hein. Quand il y a eu les premiers bang-bang, là. Oui. Le musée de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de ses habitants. Dans le détail. Tout. Et chaque région étant représentée, on ramène chacune des régions dans la région dite. Et dans cette région, on développe à la virgule et au point près l'histoire de la région. Oui. N'est-ce pas? Et que l'on fasse une place, un théâtre, ce que l'on veut, un musée régional. Vous dites que ça fait 10 ans environ que vous mûrissez ce projet-là? Oui, je me suis ouvert sur ce projet avec le facilitateur de l'époque de la Côte d'Ivoire, qui était le président Kampaoré. Oui. Il était sur la même longueur d'onde que vous? Exactement. Sauf qu'il voulait que je me batte pour que ça ne soit pas politisé. Je lui ai dit non, moi je ne viens pas en tant que politique. Ouais. Aujourd'hui,
sur ce projet-là, quel message vous voulez passer au pouvoir public, au secteur privé? Mais c'est-à-dire que si vous faites ça aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure façon pour travailler le vivre ensemble. Oui. Vous voulez vivre avec moi. Si je ne vous connais pas, mais je ne peux pas vivre avec vous. Il faut se connaître pile, face, partout, dans tous les détails. Vous me connaissez, je vous connais, hop, on s'en va. Mais vous savez qu'à l'époque, nos parents se recevaient beaucoup. Est-ce qu'ils se reçoivent aujourd'hui comme ça? Non. Ils ne se reçoivent pas du tout. Vous allez en boîte. Nous, à l'époque, on faisait des services parties in situ dans nos maisons. Il y avait tout ça il y a tout ça qui rentre en jeu. On ne se connaît pas, on ne se supporte même pas. Monsieur Delafosse, parmi les nombreux objets qu'on a vus dans votre séjour, il y a cette photo avec le Saint-Père, le pape Saint Jean-Paul II. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette photo-là? Vous savez, le premier voyage que le Saint-Père devait effectuer en terre ivoirienne, c'est-à-dire poser la première pierre, tout ça là, j'ai été, comme on dit, j'ai été en sous-marin à un déjeuner chez le président. Et pendant ce déjeuner, il y avait beaucoup de... Il y avait le Monseigneur Yago, etc., le cardinal Yago, tout le monde. Et puis ça parlait de choses et d'autres, et puis de voyages, etc. Puis on n'a jamais cité le nom de... Alors, quand tout le monde est parti, j'ai dit au président, mais... tonton, quand j'étais de passage à Abidjan, venant de Paris, je venais pour lui rendre compte de certaines choses, et des fois je déjeunais en même temps. J'ai dit, mais on doit transporter le pape. Il doit venir, non, le pape doit venir à Abidjan. C'est confidentiel. J'ai dit, il dit, c'est confidentiel. Et puis il plaisante avec moi en disant, mais avec vos deux avions, là, tu crois que vous pouvez transporter? J'ai dit, si on te transporte toi dans l'avion, on peut transporter le pape. J'ai dit, bon, si tu ne veux pas, tant pis. Et puis je suis sorti. Je sors de chez lui, à peine j'étais monté en voiture pour sortir, il me fait appeler. Il me dit, ce que tu as dit là, tu es sûr que vous pouvez transporter? J'ai dit, exactement comment on te transporte. Parce que quand il prenait l'avion, il louait un avion. Oui. Mais il ne savait pas que pour remplacer l'avion, nous louons le même avion à des tiers pour remplacer cet avion qui a été loué. C'est tout que j'ai dit, on peut le faire. Et je vais te dire que le lit qu'on va lui mettre, qu'on va mettre dans cet avion, c'est le lit qui a servi pour le général de Gaulle déjà. Et il me dit, il ne faut pas plaisanter. J'ai dit, je ne plaisante pas. Je te dis qu'on peut le... Il dit, bon, combien ça va coûter? J'ai dit, ça, je ne peux pas te le dire. Il faut que je connaisse l'itinéraire. Il dit, bon, j'ai vu l'itinéraire et j'ai dit, je prends l'itinéraire entier. Il dit oui. Et je suis parti à Paris. J'ai fait calculer la mise en forme de l'avion, sa redécoration interne et même externe. Et j'ai tout fait. Et je suis venu, j'ai pris l'avion, je suis venu proposer ça. Il dit, nous allons le faire. Et j'ai été voir le Vatican, le président a pris tout en charge. J'étais fier de cela. Cette photo dont vous parlez là, c'est quand nous retournions à Paris, à Rome. J'ai fait Kinshasa, Accra, Ouaga, Abidjan, Yamoussoukro, Abidjan, Rome. Et pendant qu'on retournait à Paris, j'avais acheté pour le voyage l'évangile selon Saint Matthieu. Je lui ai dit de me dédicacer cela. Cet évangile a dédicacé Yann. Mais il ne peut pas mettre de commentaire. Il n'a pas le droit. Bon, il n'a pas mis le commentaire, mais sur les pages derrière, tous les cardinaux qui ont participé à ce voyage m'ont dédicacé le livre, dont le cardinal Gantin. Il m'a signé le front. Et vous savez, réellement, quel catholique à Côte d'Ivoire qui a eu ça?
en dehors d'un cardinal. Moi j'ai vu ça. Et c'est un instinct. Ce sont des expériences qui me touchent énormément. En parlant de dédicaces et donc de livres, il y a eu parmi les objets qu'on a vu, il y a ce livre. Ça c'est le livre qui doit retracer la vie de mon grand-père. Qui doit retracer la vie de votre grand-père, écrit par votre tante. Et écrit par ma tante. Et dédicacé par le président Fouette, que vous appelez tonton, depuis le début de l'entretien. Ah oui. Et postfacé par le président Senghor. Racontez-nous un peu, parce que... Voilà, ma tante est venue me voir quand nous sommes rabibochés, en me disant, d'ailleurs vous verrez dans le livre, qu'elle dit qu'elle me remercie d'avoir facilité la fabrication et l'impression de ce livre. Elle est venue me voir en me disant, Jean-Claude, j'ai fait un livre sur mon père, ton grand-père, et j'aurais voulu que le président Senghor, que je voudrais rencontrer, j'ai dit, mais je vais aller les voir, on va faire en sorte que... Alors, je mettais deux présidents en compétition. Alors c'est avec elle que j'ai dit non, il y a un qui va faire la préface et l'autre qui va faire la postface. Donc vous avez là le président qui a fait la préface et la face financière aussi, et Senghor qui a fait la postface. Et c'est ainsi qu'elle a pu négocier tout le livre. Je me suis fâché après avec elle parce que je lui ai dit que je te donne mon accord et mon soutien à condition que le masque qu'il aurait pris dans la région des Baoulés revienne. Je sais que c'est entre vos mains, il faudrait que ça revienne. Elle a promis de le faire. Elle avait déjà négocié ça avec quelqu'un d'autre. Je l'ai appris après sa mort. Et donc je n'ai pas eu le livre, le masque, mais le masque se trouve aujourd'hui au Quai Branly. Je l'ai vu, c'est dommage, j'ai la photo dans mon cellulaire. Mais au Quai Branly, donc je n'ai pas pu le faire. Donc c'est comme ça que le livre est sorti. Mais avant que ce livre ne sorte, elle est venue me voir, parce qu'auparavant, j'avais fait un reportage sur mon grand-père, sur son œuvre, à la télévision française. Et le deuxième livre que je vous donne là, le livre du gouverneur Nebou, c'est un des gouverneurs qui a épousé une africaine de Didier Vie, le village qui a vu la première Miss Côte d'Ivoire, qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, mais c'est le premier blanc qui a épousé officiellement une noire, une africaine, qui a reconnu tous les enfants. Et comment je suis rentré en relation avec cette personne, avec une de mes sœurs, on a assisté à l'indisposition d'une jeune fille dans le métro. Oui. On est sorti avec cette jeune fille du métro et on a dit on l'accompagne chez sa maman. Oui. Et arrivé là-bas, on sonne à la porte et puis on la soutenait. Je patte de mes bras. À l'époque, je vous disais, j'étais costaud. Hein. Et on arrive, on explique. Et quand j'ai vu la femme métisse, mais bien basanée, j'ai dit, ah, c'est peut-être la nounou. Ah, ma petite fille, qu'est-ce que tu as? Alors on a expliqué ce que la petite fille a eu. On a dit, et vous êtes d'où vous? De Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire? Oh! Alors elle a appelé son mari et elle me montre une photo. De votre grand-père? Attendez. Elle dit, non, pas de mon grand-père. Elle dit, moi je suis sur les jambes de ma maman. Et à côté, c'est Kwadio, Kwasi. Alors, je regarde, je reconnais ma grand-mère. Je dis, mais la dame qui est là, c'est ma grand-mère. Oh! Alors il appelle son mari pour dire, voilà, c'est le fils de comment s'appelle, de Jean, etc., etc. Voilà comment on s'est connus. Et après, je l'ai mis en relation avec le neveu du président, M. Jacques Aka. Oui. Et ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont connus, enfin, aujourd'hui, bon, j'ai perdu la trace de ces gens. Ils doivent revenir d'ailleurs, et c'est son beau-fils, le François Boira, qui, elle c'est Claudine, qui s'appelle, qui doit venir, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, à la maison. Ça, voilà, j'ai participé à ce livre.
Mais la première fois que j'ai eu à collectionner mon premier livre, c'est mon épouse qui me l'a donné. Elle m'a donné La Croisière Noire de Citroën, avec le reportage d'André Gide. Monsieur Delafosse, pour conclure notre entretien, on va vous demander de signer notre livre d'or, celui où tous nos invités laissent un petit mot pour notre programme, pour notre équipe et aussi pour ces milliers de jeunes qui nous regardent. C'est un mot qu'on gardera précieusement et que tous les abonnés de notre page pourront consulter. Je suis peut-être loquace, mais je ne suis pas un grand écrivain. Hein. Mais ce que je veux vous mettre va vous étonner. Ah, faites attention parce qu'on va vous demander de le lire après. Ah, mais je peux vous le lire, ça ne me dérange pas. Voilà. Je voudrais vous demander de lire. J'ai dit bravo, bravo. Nous allons faire chemin ensemble dans le cadre de notre association Côte d'Ivoire Trade d'Union pour que tous, surtout vous les jeunes, vous preniez place dans la relance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre pays, a toujours été première et il nous faut remettre tout en place pour remettre les choses à leur place. Merci pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Delafosse. Merci au nom de l'équipe de GTKM pour cette opportunité que vous nous avez offerte, pour cette confiance que vous nous avez accordée. Merci pour nos internautes qui nous regarderont. Et ça fait quelque temps que je me livre à cet exercice. Je vais cette fois faire une petite distorsion et je vais vous remercier en mon nom propre parce que je mesure la chance que j'ai eue d'être à travers vous un pont entre les générations. Vous parliez tout à l'heure de votre fierté, d'avoir vécu toutes ces choses-là tout au long de votre vie. C'est aujourd'hui pour moi une fierté d'avoir pu rencontrer à travers vous un petit bout de Côte d'Ivoire, un petit bout de l'histoire de mon pays et l'histoire de mon continent. Et je voudrais vous remercier encore une fois pour ce moment-là. Et à vous, chers amis, chers internautes, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.